Merci beaucoup, Khalid. Bonjour à tous. Merci d'être présents en ce dimanche matin et courageux. Donc en fait, moi j'ai préparé ça, sauf le premier, parce que c'est une petite mise un petit échauffement. Mais après, c'est des cas cliniques en fait où vous allez répondre aux questions finalement. Donc ça va effectivement être très interactif. Donc au début, ça va être plutôt facile parce que c'est un sujet que je traite souvent et qui me semblait important d'aborder avec vous. C'est nouveau-né de mère diabétique. Donc en fait, là, c'est vous qui répondez aux questions. Hein. Donc quels sont les risques attendus? Moi, c'était nouveau-né de mère malade en salle de naissance. Donc vous verrez qu'on va effectivement déborder la salle de naissance parce que, bon, après, on va un petit peu voir les prises en charge. Mais quand on vous annonce une dame diabétique dont l'enfant va naître, qu'est-ce que vous vous dites? Mince, il va falloir que je fasse attention, il peut se passer ça, ça et ça. Oui, oui. Bravo, ouais, absolument. D'accord, donc vous m'avez dit, en fait, les malformations, les traumatismes, la détresse respiratoire, il est gros, je suis d'accord. Oui, c'est ça, j'ai dit malformation, en fait. Ouais, d'accord. Et bien, vous les avez presque tous. En fait, je voulais vous rappeler que, parce qu'on a tendance à banaliser la naissance des nouveau-nés de mère diabétique, et en fait, voilà ce que vous pouvez être amené à faire en salle de naissance. Assurer la prise en charge d'une asphyxie périnatale. Je rappelle que, en particulier, les macrosomes ont plus fréquemment des asphyxies. Assurer la prise en charge d'une détresse respiratoire, et je vais vous redire un mot de tout ça. Éliminer une malformation sévère. Alors, c'est vrai que... en France, on a des échographies systématiques. Peut-être que chez vous, il y a parfois des femmes qui n'ont pas leurs échographies systématiques. Et pour autant, il y a quand même des fois des cardiopathies qui ne sont pas diagnostiquées, comme les transpositions des gros vaisseaux. Et les malformations anorectales qui font partie de ces malformations, on va le revoir, elles sont le plus souvent pas diagnostiquées en anténatal. Vérifier l'absence de traumatisme obstétrical et l'importance de la macrosomie, il faut l'évaluer. Et bien sûr, il va falloir prévenir l'hypoglycémie, donc je vais revoir avec vous tout ça. Donc je vous rappelle, en fait, la grossesse, on est embêté par 3 types de diabète. Le diabète de type 1, donc c'est un diabète préexistant, qui est finalement, on va le voir, celui pour lequel les risques sont les plus élevés. Le diabète de type 2, donc je pense qu'il y a parmi les patientes qui sont suivies au Maroc, un certain nombre de femmes qui ont un diabète de type 2 avant la grossesse qui est méconnu. Il y en a en France. Je vous montrerai des résultats ou pas, mais en tout cas, c'est lié à l'obésité et on a de plus en plus fréquemment des femmes avec diabète de type 2 pendant la grossesse. Et puis maintenant, c'est le diabète gestationnel. Vous savez, alors je ne sais pas quelles sont les modalités de dépistage au Maroc. En France, c'est le dépistage ciblé qui est recommandé depuis 2010. Et malgré tout, on a eu sur les résultats de l'enquête nationale périnatale de 2021, on a 16% de diabète gestationnel, une nette augmentation, une augmentation qui se poursuit, probablement parce que l'âge maternel augmente à la grossesse et parce que l'obésité augmente. Donc ça, je voulais reposer ça avec vous parce que là, je vais vous montrer des résultats. Oui, oui, oui. On continue à faire des tests d'intolérance au glucose. Oui. Oui. Non, non. Non, alors, je t'explique. Donc en fait, je vais rentrer dans le détail du dépistage en France du coup. Donc il y a deux étapes. Il y a la glycémie à jeun du premier trimestre. Si au premier trimestre, la glycémie à jeun est supérieure à 1,26, on considère que c'est un diabète de type 2 méconnu. Si elle est supérieure à 0,92, on dit que c'est un diabète gestationnel précoce. Là-dessus, je peux t'en parler toute la journée, il y a une controverse, parce qu'il y a des gens qui disent quand même 0,92 au premier trimestre, c'est un peu gonflé, foutez-leur la paix, voilà. Donc là, il y a une discussion actuellement et des recherches en cours. Ensuite, deuxième trimestre, 24-28 semaines, HGPO. Mais attends, parce que déjà, les Français se sont un peu améliorés depuis les recommandations de 2010, parce qu'avant, elles avaient le test à 50 grammes, le O'Sullivan. Quand c'était perturbé, on leur dit « Madame, il faut retourner, mais cette fois, ça va être 100 grammes. » Et quand elles avaient pris 50, une fois sur deux, elles se disent « Ouais, ok, j'irai pas manger les 100. » Donc, on ne les dépistait pas. Maintenant, c'est le test, ce qui est recommandé par l'OMS, c'est-à-dire 75 grammes en un temps. C'est ce qui est validé. Donc, pour répondre, l'hémoglobine glyquée, ce n'est pas un bon marqueur parce que c'est le reflet de plusieurs semaines
de perturbation de la glycémie, elle est très difficile à interpréter pendant la grossesse. Après, dans la glycémie à jeun, évidemment, mais quand tu fais la GPO, je rappelle que pour définir un diabète gestationnel, c'est 3 mesures au-dessus des seuils, d'un des 3 seuils, c'est-à-dire le T0 à jeun, 1 heure, 2 heures. Voilà. Donc, après, la question est pertinente, hein, parce qu'il y a des discussions au niveau mondial hein, sur le sujet. Les gens ne sont pas tous d'accord. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer concernant les complications du diabète, c'est une étude qu'on a fait. J'ai eu la chance de faire avec l'équipe de diabétologues de la Pitié-Salpêtrière et la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, je peux vous dire que la Caisse nationale d'assurance maladie, ils ont une quantité de données. Et on avait accès à la base de données codées par les hôpitaux, hein, ce qu'on appelle le PMSI, plus la base de consommation médicamenteuse, donc ce qui n'arrive pas souvent, ce qu'on appelle la SNIRAM. Ce qui nous a permis de classer les diabètes, et je vous montre ici, du coup, je ne suis pas très bien placée par rapport à l'écran, voilà, ce qui nous a permis donc de regarder les outcomes de ces enfants issus des mères diabétiques, donc le risque de prématurité, d'asphyxie, de macrosomie, de traumatisme obstétrical, de malformation cardiaque, de malformation cérébrale et de détresse respiratoire. Et donc, vous voyez que c'est quand même le diabète de type 1, c'est des odds ratios hein, pour lesquels le risque est évidemment le plus élevé pour tous les outcomes, sauf pour tous les outcomes. Le diabète de type 2 a des risques qui sont aussi augmentés de façon significative. Et pour le diabète gestationnel, il reste aussi quand même, vous voyez, le risque le plus élevé, c'est la macrosomie, mais il y a un risque de prématuré qui n'est pas nul, d'asphyxie, de traumatisme, de malformation cardiaque et de détresse respiratoire. Et ça, c'est un point important parce que moi, j'avais participé aux recommandations de 2010 avec l'équipe, avec le Collège des obstétriciens. Et on ne savait pas répondre à la question est-ce que le diabète gestationnel augmente le risque de détresse respiratoire? Et donc, je vais vous montrer la réponse à cette question qui, en fait, la détresse respiratoire, elle est augmentée en cas de diabète gestationnel traité par insuline, c'est-à-dire c'est les diabètes qui sont difficiles à équilibrer, qui ne répondent pas au régime seul. Vous voyez que quand il n'y a pas d'insuline, vous n'avez pas de risque de détresse respiratoire. Donc il semble, et ça il y avait des vieilles études qui avaient déjà montré que quand le diabète maternel est déséquilibré, probablement la synthèse du surfactant est perturbée, et donc ça peut être une cause de détresse respiratoire. Mais par ailleurs, comme je vous l'ai montré sur ce diaporama, il y a d'autres événements qui sont liés à la détresse respiratoire qu'on retrouve augmentée, qui est la césarienne, parce que, vous savez, quand les mères ont un diabète déséquilibré, les obstétriciens ont une fâcheuse tendance à vouloir aller se chercher les enfants un peu plus tôt que prévu. Et puis donc la prématurité, du coup, qui est aussi plus fréquente en cas de mère traitée par insuline. En tout cas, moi, je le dis à mes collègues, quand on nous annonce une dame avec diabète gestationnel traitée par insuline, je leur dis, méfiez-vous, il peut avoir un trouble respiratoire à la naissance. Pas forcément sévère, mais moi j'en ai vu quand même qui ont eu des histoires très sévères. Voilà. Donc, vous me dites, hein, si vous m'interrompez. Hein. Les malformations... Oui. Je ne vous entends pas très bien, en fait. Une mère diabétique donnera des macrosomes. Ça, on sait la physiologie, mais donnera aussi un prématuré par rapport à la fréquence et la physiologie. Alors, le risque de prématurité spontanée, c'est pas sûr, hein, c'est plus la prématurité induite. Je ne pense pas qu'elle ait un risque supérieur à la population générale d'une prématurité spontanée, mais par contre, il y a plus de prématurité induite parce que les obstétriciens vont intervenir, parce que, en particulier sur les diabètes de type 1 et de type 2, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il y a une mortalité périnatale qui est très élevée, enfin, dont le risque est très augmenté. Pour le diabète gestationnel équilibré, il n'y a pas d'indication. D'accord? Mais vous avez des fous furieux quand même. Hein. La semaine dernière, j'étais au congrès du Collège des obstétriciens. Et ils ont un conseil scientifique. Je vous raconte quand même l'anecdote parce qu'elle est croustillante. Ils ont un conseil scientifique qui évalue des projets de recherche en obstétrique, machin. Et alors, il y avait un jeune obstétricien, Paul Berveller, qui travaille à Poissy, qui me croise, il me dit Delphine, est-ce que tu peux venir? Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Il y a un Canadien d'Ottawa, moi je dis c'est un Américain déguisé, ça déjà, ça commence mal, qui veut proposer un projet de recherche où on va déclencher toutes les femmes avec diabète gestationnel à 37 semaines. Je dis, là, mais il est complètement cinglé, là, complètement fou. Ah ben, je ne sais pas, parce que du coup, moi, je n'étais pas disponible parce que je parlais dans une session, mais pour vous dire qu'il y en a qui... Voilà. Donc, il faut arrêter.
Les nouveau-nés de mère avec diabète gestationnel, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas les sortir avant 39 semaines, c'est les recommandations du collège, sauf si, bien sûr, vous avez une pathologie maternelle, sauf si vous avez l'impression que vous avez une macrosomie, que vous ne contrôlez pas du tout, auquel cas ça peut être un diabète de type 2 qui est méconnu, mais sinon, tranquille, et évitez avant 39 semaines quand même, d'accord? Enfin, ça, c'est pas vous qui décidez, mais vous pouvez discuter avec les obstétriciens, je pense quand même. Pas beaucoup. Eh bien, il faut. Voilà. Sinon, vous leur dites, eh ben, si tu le sors, tu t'en occupes, moi, je ne m'en occuperai pas. Moi, c'est ce que je leur dis. Voilà. Ok, alors, les malformations, donc vous savez, ça c'est un classique, hein, en fait, on décrit surtout comme malformations les prédominantes, les malformations cardiaques, neurologiques, squelettiques. Donc, nous, je vous ai montré que le risque de malformation est augmenté dans tous les types de diabète. Pour le diabète gestationnel, on a retrouvé uniquement une augmentation des malformations cardiaques et on n'a pas retrouvé d'augmentation des malformations neurologiques. Alors, l'explication, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que je ne savais pas dans quelle mesure ce sujet vous intéressait, mais bon. En fait, on pense qu'on n'a pas d'augmentation des malformations neurologiques parce que pour moi, il y a eu des interruptions sur peut-être les malformations du tube neural, etc. Parce qu'en France, on propose quand même l'interruption médicale de la grossesse. Ça, c'est un sujet en soi. Si vous voulez, l'objectif, ce n'est pas de vous traiter que le nouveau-né de mère diabétique, mais de vous faire un overview. Donc, sachez qu'on décrit principalement ces 3 malformations, mais qu'on a aussi les malformations anorectales qui rentrent dans le spectre de syndrome de régression caudale. Alors là, pour la petite histoire, vous avez vu, là, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas de rachis lombaire. Et évidemment, du coup, c'est le bazar dans le bassin, parce que vous savez qu'il y a une induction au moment du développement embryonnaire. Et ça, c'est un enfant qui est né à la Pitié-Salpêtrière au début des années 2000, une mère avec un diabète de type 1 qui n'a pas du tout été suivie. Alors, faut-il faire des examens systématiques chez le diabète? C'est-à-dire Faire un échocard? Alors, L'examen est normal. non, alors, s'il n'y a pas de souffle, un examen clinique normal, vous avez quand même un minimum de suivi échographique, non, ici en anténatal? Pour les femmes qui sont suivies. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de souffle et que l'enfant... alors, je pense que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut surveiller peut-être la saturation une fois quand même. Parce que nous, on a un peu ceinture et bretelle parce qu'on a des bons échographies systématiques. C'est exceptionnel, hein. Cette situation-là, elle est archi exceptionnelle, évidemment. Mais quand il n'y a pas de dépistage de la cardiopathie, je pense qu'il faut le faire s'il y a un souffle, évidemment. S'il y a des signes cliniques qui vous évoquent quelque chose qui ne va pas. Et nous, ce qu'on essaye de mettre en place actuellement en France, c'est la prise de saturation pour vérifier, parce que la coarctation, ce n'est pas évident non plus de la diagnostiquer cliniquement. Alors, oui et non, parce que quand on parle de cardiopathie, on parle de malformation anatomique. Il n'y a pas que ça, il y a la malformation anatomique qu'on connaît tous, enfin, les malformations on sait les dépister. Toi, tu vas parler de la cardiomégalie. Ah, la myocardiopathie. Oui, mais attends, donc je réponds à la question. Attention, la cardiomégalie n'est pas une cardiopathie. Je n'ai pas dit que c'est une donc, cardiopathie, c'est une myocardiopathie qui peut être obstructive. Oui, mais dans ce cas-là, tu as des signes cliniques. Pas du tout. Tu as juste la saturation qui descend parce que tu as une persistance de l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est tout. Tu as un souffle? Non, ouais. Jamais. Bon. Moi, je leur fais seul, une saturation. Si l'enfant désature, je leur fais une écho parce que vous avez une cardiomyopathie avec une hypertrophie du myocarde qui peut être obstructive avec une fraction d'éjection qui est très faible. Mustafa, c'est ce que j'ai dit, c'est que si tu as une saturation qui n'est pas bien, tu fais une écho, mais la cardiomyopathie hypertrophique, de toute façon, elle va régresser toute seule. Alors, soit elle est très grave, et auquel cas, moi, j'en ai connu qui se sont retrouvés en AREC, parce qu'ils avaient une défaillance cardiaque majeure, ils avaient une telle hypertrophie, mais c'est archi exceptionnel. Moi, si l'examen clinique est normal et la saturation est normale, on surveille un jour ou deux, après c'est terminé. Oui. Surtout les nouveau-nés de mère avec diabète gestationnel où le risque est plus faible quand même. Alors, la macrosomie, je voulais vous expliquer quand même, on avait réussi à faire, donc vous savez qu'il y a un risque de macrosomie pour tous les types de diabète, mais en fait le risque est variable. Et avec la Caisse nationale d'assurance maladie, on s'était amusé à faire des courbes de croissance fétale en fonction du type de diabète maternel. Donc vous voyez que les diabètes de type 1 sont en rouge et c'est eux qui ont des courbes de croissance les plus élevées.
Ensuite, vous avez le diabète de type 2. Et regardez, le diabète gestationnel, il est quand même en jaune, un petit peu au-dessus du nouveau-né de mère non diabétique. Donc, il y a aussi une croissance un petit peu excessive. Et vous savez que cette hypothèse, cette croissance excessive, elle est expliquée par l'hypothèse de Petersen, hein, qui avait émis cette hypothèse en 1954 et qui depuis a été bien sûr confirmée, qui est l'équilibre entre la glycémie maternelle et la glycémie fœtale qui va stimuler la sécrétion de l'insuline fœtale. Et je rappelle, un grand principe, c'est que l'insuline fœtale, ce n'est pas une hormone qui régule la glycémie, puisque la glycémie du fœtus équilibre avec celle de la mère, c'est l'hormone de la croissance fœtale avec IGF-1. Et donc, comme il va être en hyperinsulinisme, il va y avoir une stimulation de l'anabolisme et du stockage des graisses et du glycogène, etc. Alors, le traumatisme obstétrical, là, donc, il faut quand même savoir que la macrosomie est un facteur de risque de dystocie obstétricale, mais qu'on peut l'observer aussi hors macrosomie. Donc, vous êtes d'accord? Donc, chez le nouveau-né mère diabétique, la répartition des graisses, elle est à prédominance facio-tronculaire, ce qui fait que vous avez un diamètre biacromial qui est plus large finalement que le périmètre crânien, et qu'une fois que la tête est sortie, vous avez l'épaule qui coince et qui, avec un étirement, voire une rupture du plexus brachial. Donc ça vous donne cet aspect-là, hein, avec cet enfant qui a ce bras et en extension, légère rotation interne, et qui peut, selon le niveau de l'atteinte, avoir aussi une paralysie diaphragmatique et un signe de Claude Bernard Horner. Et puis vous avez, n'oubliez pas aussi, parce que quand il y a la dystocie des épaules, en fait, la dystocie des épaules en soi, on s'en fiche. Ce qui est embêtant, c'est l'aboutissement, c'est-à-dire soit tout se passe bien et il ne se passe rien, soit vous avez une fracture de la clavicule, ce qui est quand même plus fréquent, parfois de l'humérus, ou alors un plexus brachial. Mais la dystocie des épaules, c'est un événement à risque, porteur de risque, si je puis dire, mais en soi, voilà. Et n'oubliez pas aussi que il y a souvent des... Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en France, ils utilisent des forceps éventuellement ou des ventouses, et que du coup, on a aussi des lésions crâniennes. Ouais, des hématomes sous-duraux, etc., etc. Voilà, c'est pas bien d'être gros pour naître, hein, mais ça avait été un peu dit hier. Voilà. Et donc moi, je reste sur la salle de naissance parce que, encore une fois, je peux vous faire une journée sur le nouveau-né de mère diabétique, si vous voulez, mais l'hypoglycémie, donc ça, c'est un point qu'il faut voir en salle de naissance. Les nouveau-nés de mère diabétique sont à risque d'hypoglycémie. Donc, ce qu'on avait mis dans les recommandations donc, du collège en 2010 qui prévaut, c'est que, attention à ce qu'on fait quand on surveille la glycémie, c'est qu'on ne surveille pas la glycémie trop tôt après la naissance si l'enfant n'a pas de signe clinique. C'est-à-dire, on lui donne à manger dans les 30 premières minutes. Non, on ne fait pas de dextro. Si l'enfant va bien cliniquement, on le met au sein de sa mère, on lui donne un biberon si elle ne veut pas allaiter. S'il n'est pas symptomatique, je répète, s'il n'est pas symptomatique. S'il ne veut pas boire, on considère que c'est un symptôme. Donc là, on va regarder. S'il tète bien, il faut la paix. Et on fera le premier dextro avant le repas suivant. Voilà. C'est les recommandations. Pourquoi on fait ça? Parce que vous allez faire un dextro, je ne sais pas, 20 minutes de vie. Vous allez trouver 1,1 millimol par litre. Vous en faites quoi? Moi, je ne sais pas si c'est normal ou pas normal. Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail, hein, tout ça, ça fait partie d'un cours complet, si vous voulez, pour l'avenir, mais ce que je veux dire par là, c'est que personne ne sait quel est le nadir de la glycémie après la naissance. Je vous rappelle qu'il y a un flux permanent de glucose de la mère à l'enfant, que l'interruption la section du cordon interrompt ce flux de glucose, donc de façon physiologique, il y a une baisse de la glycémie. On ne sait pas quelle est cette... C'est la glycémie maternelle. Oui, mais bien sûr, mais après... 15 minutes de vie, Non, ça baisse. Ben, ça baisse vite parce qu'il a un flux qui s'interrompt et il a des besoins énergétiques. Et dis donc, il doit assurer sa thermorégulation, là. Il doit assurer sa thermorégulation. Rapidement après la naissance, je vous rappelle qu'il passe de 37 degrés. Alors chez vous, ça va, mais chez nous, il passe à 21 degrés éventuellement. D'accord? Donc la glycémie peut baisser vite. Mais si vous avez une glycémie basse, d'abord, un, vous ne savez pas trop comment l'interpréter, et deux, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez à manger, surtout. Donc de toute façon, ça ne changera rien. Ça changera s'il ne veut pas manger, parce que là, il faut le surveiller. Et donc, on surveille avant la deuxième tétée, et l'objectif qu'on se donne, c'est dans les 48 premières heures d'avoir une glycémie supérieure à 2 millimoles ou 0,36 grammes par litre.
Et voilà. Et donc on surveille les gros, les petits et ceux dont les mères sont sous insuline. C'est les recommandations en France. Ce que je veux dire par là, non. C'est-à-dire que tu vas, si tu as un petit, dans les 48 premières heures, tu as une glycémie à, je ne sais pas en quoi vous parlez, en grammes par litre, à 0,40 grammes par litre, bah, tu es content, tu lui donnes à manger, mais tu continues à le surveiller. D'accord? Il ne faut pas le charger. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de les charger à tort en dextrine maltose, parce que, encore une fois, ce n'est pas mon propos de rentrer dans le détail, mais je le ferai un jour. Ils ont un hyperinsulinisme. Si vous les chargez en sucre, vous aggravez l'hyperinsulinisme et vous tournez en rond. On le laisse tranquille. Non, surtout pas, surtout pas. Eh bien oui, ben non, ben non. Donc ça, on pourra en reparler. On pourra en reparler. Mais non, s'il va bien qu'il tète, et surtout, par contre, il faut respecter, il tète quand il veut. Quand il veut, quand il veut. Même si, non, je vous dis ça parce que vous savez, moi j'ai vu beaucoup de choses, donc on avait un protocole, c'est quand je travaillais encore à Paris, surveillance de la glycémie toutes les 3 heures, voilà. Et puis un jour, je découvre que les auxiliaires de maternité qui amenaient l'enfant pour faire le dextro, quand l'enfant il voulait téter au bout de 2 heures, il disait « Ah non, c'est pas l'heure, il y a le dextro dans 1 heure ». Donc si vous voulez, le meilleur moyen de lui coller une hypoglycémie, c'est quand même de l'empêcher de boire. Donc j'ai rajouté dans le protocole, on respecte les horaires de prise alimentaire de l'enfant. S'il tète toutes les 2 heures, ben on fera le dextro toutes les 4 heures, mais s'il tète, c'est qu'il va bien. Voilà. De façon pragmatique. Donc si vous voulez, c'est un sujet dont on pourra reparler peut-être un peu plus tard, car c'était juste une petite mise en bouche pour la suite où vous allez vraiment travailler. Je voulais juste vous rappeler aussi que l'obésité maternelle entraîne aussi des complications, un peu du même type que celle qu'on voit chez le nouveau-né de mère diabétique, aussi bien sur le plan fœtal que néonatal, avec la macrosomie aussi, un excès de masse grasse, et au niveau des malformations, et finalement les mêmes complications. Et puis pour la continuité de ce qui a été traité hier là, dans les 1000 jours, le diabète et l'obésité maternelle font partie des expositions précoces qui peuvent altérer le devenir cardio-métabolique des enfants. Passons à des choses plus complexes. Là, c'est vous qui travaillez. L'hypotonie néonatale. Donc c'est des vraies histoires que j'ai vécues, hein, qu'on va voir ensemble. Ça, c'est l'histoire d'Alia. Donc Alia a une maman d'origine algérienne. Alors c'est important, hein, c'est ce que vous allez voir dans son histoire, sans antécédents personnels. Elle est G5P4, c'est-à-dire qu'elle a déjà 2 enfants bien portants, une fille de 13 ans et un garçon de 10 ans qui sont en Algérie. Elle est en France, hein, puisque nous l'avons pris en charge. Et puis ensuite, elle a eu 2 filles qui sont nées à 41 semaines dans un contexte d'hydramnios et qui sont décédées à J1 et J6 en Algérie dans des circonstances pas claires. En fait, cette femme, elle a été répudiée de son mari en Algérie parce qu'elle ne faisait pas des enfants survivants. Et donc, elle est venue se réfugier en France. En France, elle rencontre un monsieur et elle a une grossesse avec ce 2e procréateur. Donc, on note un diabète gestationnel traité par régime. Ce n'est pas un piège, on s'en fout pour ce dossier. Hein, voilà, c'est une information. Et on trouve à 30 semaines un hydramnios sévère qui sera quand même ponctionné 3 fois, à 30, 34, 36 semaines. On ne voit pas d'anomalie morphologique. Le cariotype est normal. Les enzymes digestives dans le liquide amniotique sont normales. Et on a recherché uniquement la maladie de Steinert en dehors du cariotype. À votre avis, pourquoi? Attends un peu, toi. Elle est bizarre, cette histoire, quand même. Elle est bizarre, et je vous la raconte comme on l'a eue. Hein. Donc, en fait, si vous voulez, vous êtes sur... Vous avez 2 enfants qui sont décédés en Algérie, on ne sait pas bien pourquoi. Et puis là, elle trouve un autre monsieur, elle a un enfant qui a une pathologie. Il a un hydramnios, donc il y a quelque chose. Il est pas donc, quel a été le raisonnement des obstétriciens? C'est de se dire, on a une pathologie probablement à transmission maternelle. Vous êtes d'accord? Parce qu'il est quand même peu probable qu'elle ait eu une maladie autosomique récessive avec un monsieur algérien et une maladie autosomique récessive avec un monsieur français quand même. Donc ils se sont dit, maladie à transmission maternelle, quelle est la maladie à transmission maternelle qui peut donner une hypotonie? C'est la maladie de Steinert. Donc ils l'ont fait, c'est négatif.
Elle accouche à 38 semaines par césarienne pour procidence du cordon. Une petite fille qui s'adapte bien, finalement. Elle est pas mal à la naissance, elle est eutrophe. Elle a quand même un gros PC, 39. Ça nous agace. Donc on note une hypotonie axiale, une hypotonie modérée des membres, un faciès figé, puis une petite dysmorphie à la macrocéphalie, donc ça évidemment, des oreilles pas implantées, des os propres du nez plat, un léger rétrognatisme, une bouche en chapeau de gendarme, et qui ne se ferme pas bien. Et elle est hospitalisée en néonatologie parce qu'elle a des difficultés respiratoires, pas très sévères, hein, elle n'était pas en réa, polypnée, entonnoir xiphoïdien, pas d'oxygénodépendance, une radiographie thoracique normale. On note juste un encombrement pharyngé, une enfant qui ne s'alimente pas au biberon. Et on a une motricité spontanée qui est quasi nulle, mais elle a des réflexes ostéotendineux et un bon contact. Donc hypotonie, mais des réflexes, un bon contact. Par contre, elle ne respire pas bien et elle ne mange pas toute seule. Alors, quelles sont les 3 étiologies à rechercher dans une hypotonie, devant une hypotonie néonatale? Alors, attendez, quelles sont, quand vous avez habituellement, dans une hypotonie néonatale, vous cherchez quoi? Hypotonie aussi sévère, un thyroïde, je ne sais pas s'il y en a des aussi sévères. Donc, il y a le Steiner, déjà, qu'on a vu, le Prader-Willi Bravo-Sarah, et... Alors, en fait, si vous voulez, en France, ils ont tendance à faire ça, ce qui m'agace, hein, je vous pose la question, mais ça m'énerve, parce que cet enfant, en fait, j'avais interdit qu'on fasse cette recherche. J'avais dit, je ne veux pas, parce que c'est un peu le kit, vous savez, un hypotonique qui arrive, allez, on fait le kit génétique de ces 3 maladies. Je leur avais dit, je ne veux pas que vous fassiez ce kit parce que, 1, la maladie de Steiner, elle a été cherchée en anténatal, il n'y en a pas. Le Willy Prader, je veux bien, effectivement, ça donne une hypotonie néonatale, mais enfin, ce serait quand même bizarre qu'il y ait une récidive de Prader-Willi 3 fois dans la même famille. C'est plutôt sporadique, on est d'accord, mais c'était la bonne réponse. Et l'amyotrophie spinale infantile, cet enfant, effectivement, elle a un bon regard, mais elle a des réflexes qui sont pressants. Donc, je leur avais dit, je vous interdis de faire ce kit, faisons des économies de santé. Je peux vous dire que je suis partie 3 jours en vacances. La première chose qu'ils ont fait, c'est ce kit. Je suis revenue, j'étais furax. Et en fait, je vous raconte l'histoire comme elle est, hein, histoire intéressante. On se dit quand même, c'est bizarre cette affaire. La mère parlait très mal le français, et donc c'était un dimanche, j'étais de garde. Elle arrive avec sa cousine. Elle avait une cousine en France. Et la cousine, elle me dit ah, mais moi aussi, mes enfants, ils ont une grosse tête sur les carnets de santé. Donc effectivement, macrocranie familiale. Bon. Et ils vont bien. Après, elle dit, donc je commence à comprendre, je lui dis pourquoi ces enfants sont morts en Algérie. Et en fait, ces enfants n'étaient pas capables de s'alimenter, mais on ne mettait pas de sonde gastrique. Les enfants sont morts de faim. Et du coup, ces décès, comme je vous l'ai dit, ont conduit à la répudiation de madame, qui est venue en France, et elle a donc rencontré ce monsieur, père français, sans antécédent. En fait, on s'est rendu compte après qu'il avait une maladie psychiatrique, et on le savait pas. Et en fait, je vois cet enfant avec Thierry Billette de Villemer, que certains d'entre vous connaissent, hein, qui est neuropédiatre, et on dit à l'arrivée, non, macrocranie, on va lui faire une IRM, soyons systématiques, regardons déjà si le cerveau est complet, quand même, si ça se passe bien. Et donc, en fait, vous savez ce que c'est, et puis en plus, il y avait la dysmorphie. Et en fait, elle sera normale. Mais en attendant l'IRM, parce que c'est pas un examen d'urgence, on a eu un rendez-vous à 3 semaines, cet enfant s'améliore, disparition des difficultés respiratoires, amélioration sensible du tonus et avec une motricité qui s'enrichit, et elle commence à prendre un petit peu ses biberons. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Donc je rappelle, on est dans un contexte d'une pathologie à transmission maternelle, à type d'atteinte neurologique périphérique, d'amélioration spontanée. Voilà. Et c'est là, en fait, parce qu'au début, on n'avait aucune notion de l'atteinte maternelle. La dame, elle était triste. Elle avait de quoi être triste. Elle avait l'air triste. Enfin, on aurait tous eu l'air triste avec son histoire. Vous êtes d'accord quand même, hein? Voilà. On l'a séparée de ses enfants vivants, on l'a répudiée, elle arrive en France où elle tombe sur un dingue, parce que le père était complètement dingue, mais on l'a su qu'après. Enfin bref. Donc, moi, c'est ça, j'ai dit, d'abord, on recherche une malformation cérébrale qui n'était pas là. Et en la voyant s'améliorer, j'ai dit, en fait, il faut rechercher la myasthénie maternelle. Et effectivement, c'est une myasthénie néonatale transitoire. Donc, vous savez qu'elle se transmet par les anticorps maternels, que la symptomatologie s'améliore en quelques jours ou quelques semaines. Attends, je vais te mettre un beau dessin en même temps. Voilà, pour la photo.
Et donc c'est une symptomatologie motrice pure avec un bon contact oculaire. Il y a des signes de fatigabilité, un cri qui s'épuise, fatigabilité à la prise des biberons. Et alors on retrouve donc on a repris l'interrogatoire de la maman du coup, quand on a dit ça va être ça. Donc effectivement en reprenant, mais c'est pas facile, hein, une dame qui parle pas le français, etc. Donc on attendait la cousine qui a repris. Donc effectivement, elle était fatiguée. Elle avait notamment une petite fatigue, mais assez discrète d'ailleurs. Mais après, vous savez, je pense que c'était une femme dépressive. Et quand les gens sont dépressifs, ils sont un peu fatigués et c'est compliqué de trucs. Donc je vous rappelle que la myasthénie, c'est quand il y a des anticorps anti-acétylcholine, anti-récepteurs de l'acétylcholine qui sont là. Donc vous savez, vous avez la transmission synaptique avec le relargage d'acétylcholine. Là, vous avez les récepteurs. Et puis les récepteurs, ils sont associés aussi à des molécules qu'on appelle MuSK. Et donc, pour faire le diagnostic de myasthénie maternelle, on dose quoi alors? Pour faire le diagnostic de... Parce que là, il fallait qu'on le confirme quand même, la myasthénie maternelle. On ne pouvait pas faire les malins quand même. Qu'est-ce qu'on dose? Allez-y, j'entends pas. Hein. Oui, lesquels? Les anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine et anti-RAC et anti-MuSK, que je vous ai dit qu'il y avait les petites protéines MuSK là qui étaient à côté du... Voilà. Puis on fait un EMG chez la mère. Et du coup, chez l'enfant, le dosage des anticorps est discuté, parce qu'en fait, évidemment, il va en avoir, parce que les anticorps maternels passent, mais ce n'est pas corrélé à la gravité de la symptomatologie. Si vous avez un doute, vous pouvez faire un test à la prostigmine, ou traiter l'enfant à la prostigmine. Je crois que nous, on ne l'avait pas fait pour elle, parce qu'elle s'était bien améliorée. Et donc l'évolution est favorable dans 90% des cas, avec une disparition progressive des signes. Parfois, il y a des séquelles persistantes, c'est dans des formes vraiment très sévères qui débutent tôt en anténatal, où vous avez une déformation articulaire suite à une arthrogrypose. Et il y en a qui peuvent garder une faiblesse musculaire qui peut persister un petit peu. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et je trouve vous voyez ce que je veux dire, c'est comment on fait le diagnostic de la mère par l'enfant. Donc c'est intéressant, quoi, parce que... mais après vous, je pense que vous avez les examens complémentaires moins faciles, parce que c'est cher. En France, comme personne ne voit combien ça coûte, tout le monde gaspille. Hein. Et je trouve qu'il faut quand même faire confiance à la clinique et pas faire n'importe quel examen, n'importe quand. Et moi, c'est ce que je reproche à beaucoup de mes jeunes collègues. Je vous dis, là, j'avais dit, mais ne faites pas ça, ça ne rentre pas dans ce cadre. Je pars 3 jours en vacances, et ben ils ont fait. J'étais furax, voilà. Et donc, il faut réfléchir, la clinique. Voilà, donc je trouvais que cette histoire était intéressante. Est-ce que vous avez des questions ou on passe à la suite? Cas clinique suivant. Ça peut, moi, je l'ai vu faire encore, oui. Quand on a un doute diagnostique, surtout, en fait. Parce que ça ne marche pas toujours. Pourquoi ça ne marche pas toujours? Parce que quand on a les myasthénies comme ça, elle peut être soit très spécifique, soit... Non, mais alors, on ne complique pas les choses, parce que là, en fait, on est sur le cadre des anticorps anti-récepteurs acétylcholine. Je vais être plus basique. Oui. Comment tu évalues vraiment l'hypotonie à la naissance? C'est pas pour dire que... Oui. Non, mais des fois, c'est pas toujours évident d'évaluer bien l'hypotonie à la naissance. Alors, moi, comment on peut être sûr de ne pas passer à côté? Je trouve que c'est un sujet c'est une très bonne question. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Parce que, tu vois, par exemple, et c'est vraiment par exemple, je dis, moi, je peux te faire un diagnostic de maladie peroxysomale clinique. Parce que... Mais non, parce que... Non, mais je t'explique. Parce que la maladie peroxysomale a une hypotonie particulière. Et comme je dis toujours, à côté, un enfant trisomique 21, il est tonique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as des spectres d'hypotonie, je suis d'accord. Les enfants qui ont des trisomies 21, ils ne sont pas si hypotoniques que ça, en fait. Donc, la plus caricaturale, c'est quand tu as le gamin qui est en extension et qui n'est pas en flexion. Là, c'est souvent les Willy Prader, d'ailleurs, qui sont comme ça. Là, au lieu d'être en quadriflexion, physiologiquement, un nouveau-né à terme, il a une quadriflexion, oui. Et ils sont en extension. Complètement. Oui.
Les Prader-Willi, ils ont des... Mais il y a, alors, le problème, c'est que tu en as qui sont un peu moins. Donc, l'hypotonie axiale, ça c'est plus simple, puisque tu sais, tu fais le tirer assis. Donc moi, je le fais au niveau des épaules, hein, je ne les tire pas comme ça. Au niveau des épaules, donc tu as la tête. Donc quand tu les prends au niveau des épaules, ils amènent la tête au milieu, ils s'arrêtent quelques secondes, ils lâchent. Et bien dans l'hypotonie axiale, tu n'arrives pas à les amener. Et ce que je voulais dire aussi, parce que je trouve que parfois, ils sont pas forcément en extension franche, c'est la paroi abdominale. Tu palpes la paroi abdominale, parce que là, tu as des muscles aussi. Et tu sens comment si ça réagit ou pas sous ta main aussi, je trouve. Donc, il y a plusieurs... Pas toujours évident, hein. Non, mais attends, il y en a plein qui passent, et nous aussi, à côté du diagnostic de trisomie 21, on le fait en antennatale, parce que l'hypotonie n'est pas toujours évident. Après, ce qui est bien aussi, c'est le grasping, par exemple. Parce que là, si ils sont un peu mous, le grasping, ça ne marche pas. Hein. Tu n'arrives pas à les avoir. Donc, il y a plusieurs... Après... je te dis, dans les maladies peroxysomales, c'est une caricature. Ils sont tellement mous, j'en ai jamais vu où tu pouvais passer à côté. Extension, la fontanelle qui arrive au milieu du front. Tu vois, oui. Mais pour les trisomiques 21, je trouve qu'il y a un spectre. Alors, pour que tu aies une mosaïque, en plus, c'est pas toujours évident, je suis d'accord. Donc, ça peut être des petites choses, des petits doutes. Et puis, parfois, on a des enfants qu'on trouve hypotoniques à la naissance. Moi, j'en ai que je suis en consultation, puis on ne sait pas pourquoi. Puis, finalement, en grandissant, ils deviennent normaux. Donc, c'est pas toujours évident. Alors, le test à la prostigmine, du coup, oui, moi je l'ai vu faire et on l'a fait récemment dans le service puisqu'on avait un doute. Tu peux avoir, enfin, s'il n'y a pas de réponse peut-être, mais au moins si tu as une réponse, tu as la réponse à la question. Après, quand tu dis, parce que la forme classique, c'est post-synaptique, c'est les récepteurs à acétylcholine. Je pense que c'est la forme la plus fréquente et que je ne suis pas sûre qu'il faut mélanger les différents types, non? Parce que quand ça répond, effectivement, tu peux dire c'est possiblement ça, mais quand ça répond pas, alors quand ça répond, ça veut dire que vous avez un enfant qui est extrêmement hypotonique, vous faites la prostigmine, il faut toujours avoir de la tropine à côté, parce que parfois c'est radicalisant, et à ce moment-là, vous avez un enfant qui commence à s'agiter. Ça dure quelques instants, et après il redevient mou. L'objectif, c'est juste de savoir si l'enfant répond, devient tonique. Mais il devient tonique. Il peut avoir une succion il récupère une succion, il récupère des mouvements, et à ce moment-là, il récupère des mouvements des yeux, bien sûr, parce qu'ils ont même des mouvements des yeux qui sont bas. Mais quand ça ne répond pas, ce n'est pas un diagnostic d'élimination. Parce que vous pouvez avoir d'autres formes qui répondent plutôt tensilant au lieu de la prostigmine, et vous pouvez avoir également des formes qui sont post-synaptiques qui ne répondent à aucun. Et ça, de toute façon, donc c'était pas le propos, puisque moi j'étais sur la salle de naissance. C'est pour ça que je n'ai pas détaillé le truc. Mais... Je rappelle que nous sommes en salle de naissance. Donc, on va maintenant parler de la thyroïde maternelle. Alors, donc cas clinique, il s'agit d'une dame de 34 ans, G4P1, elle a eu 2 fausses couches et elle a une petite fille de 4 ans bien portante. Elle a un IMC à 33,2, un tabagisme actif. Et il y a 18 mois, on lui a trouvé une maladie de base d'eau devant une exophthalmie. Elle a eu un traitement initial par antithyroïdien de synthèse, puis une thyroïdectomie avant la grossesse. Et en fait, elle a nécessité un traitement substitutif par lévothyrox par la suite parce qu'elle avait une hypothyroïdie. Les échographies sont normales. Elle accouche à 38 semaines et 3 jours par voie basse avec un Apgar correct, un enfant qui est eutrophe et qui a un examen normal à la naissance. Par contre, en maternité, on trouve que l'enfant devient irritable, il réclame souvent à manger avec des rejets fréquents, il a une fréquence cardiaque entre 140 et 160 par minute et parfois un fébricule à 37,6. Du coup, quelles informations manquent dans ce dossier? Que fallait-il faire à la naissance? Et qu'évoquez-vous et comment le confirmer? J'entends pas bien. En tout cas, elle a ça, elle a cet examen clinique, elle est irritable. Oui. Probablement la maman, il est très dosé en lévothyrox, passage de lévothyrox. D'accord, alors a priori, on n'avait pas cette information, mais ça pourrait être effectivement une hypothèse. Donc en fait, votre hypothèse, donc déjà, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui vous manque dans ce dossier, du coup? La posologie et la surveillance thyroïdienne de la maman. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire à la naissance?
Et qu'est-ce que vous évoquez là, du coup? C'est l'enfant, vous direz, il a quoi? Au contraire, il a des signes d'hyperthyroïdie. Voilà. Donc, il vous évoquait une hyperthyroïdie néonatale. Donc, en fait, c'est une hyperthyroïdie néonatale, mais la physiopathologie, ce n'est pas tout à fait celle que vous proposez, parce qu'en fait, la dame, elle était équilibrée. Donc, c'est ça. C'est surtout que cette dame, même si elle a eu une résection totale de sa thyroïde, vous savez que dans la maladie de Basedow, il y a ce qu'on appelait avant les TRAC, que maintenant on appelle les TRAB, c'est les anticorps qui sont associés à la maladie de Basedow et qui peuvent persister même après la thyroïdectomie maternelle. Donc il faut continuer à surveiller les TRAB chez les femmes quand elles ont eu une thyroïdectomie totale. Il faut doser les TRAB au cordon, ce qui n'avait d'ailleurs pas été fait dans notre dossier, c'est une erreur. Et donc on pense à une hyperthyroïdie néonatale, et donc il faut faire un bilan thyroïdien. Quand? Pas au cordon. Pas au cordon. Vous faites le dosage des TRAB ou TRAC, selon comment vous les appelez, au cordon, mais vous ne faites pas le bilan thyroïdien au cordon, ça ne sert à rien, parce que vous avez une augmentation physiologique des hormones, ce qu'on appelle les hormones de la contre-régulation au moment de la naissance, et donc vous allez avoir un bilan qui ne sera pas interprétable. Donc il faut attendre au moins 48 heures pour contrôler le bilan thyroïdien. Ça c'est important, sinon c'est de l'argent perdu, hein, ça ne sert à rien. Et... De quoi, le bilan thyroïdien ou les TRAB? Tu peux le faire à partir de H48. Tu le fais, ça veut dire quoi beaucoup plus tard? Alors, bah, ça dépend. Là, l'enfant, il a des signes cliniques quand même. Hein. Et t'as des... Bah oui, j'ai vu. Bah oui. Bah nous, on a tendance à le faire. Tu sais, le problème, c'est que c'est compliqué de... On le fera quand même en maternité. On le fait en maternité, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on les a, là. Nous, on les garde 3 jours. Après, les mères... ouais. Ah bah bien sûr, tu peux lui faire après. Ah bah très bien. Très bien. Mais nous, on ne les voit pas pour le BCG au 10e jour. Hein. Il n'y a personne qui les voit au 10e jour, tu vois. On est moins bien que vous. Non. Là, à la naissance, ça fait d'ailleurs ce qui explique, pour l'adaptation à la vie extra-utérine, je vous rappelle que pendant la vie fétale, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'insuline qui est l'hormone prédominante. Bon, pendant le travail et au moment de l'accouchement, vous avez un renversement du régime hormonal avec une chute de l'insuline et une augmentation des hormones de la contre-régulation, les hormones du stress, les catécholamines, les glucocorticoïdes, la TSH, etc. Et c'est pour ça que le Guthrie, on ne le fait pas avant 48 heures. Parce que la TSH, elle va être augmentée de façon physiologique. Donc il faut attendre 48 heures pour faire... À partir de 48 heures, tu peux le faire. Pardon, vous parlez du bilan thyroïdien standard. Oui. Donc moi, généralement, AG3, parce que les laboratoires, ils ont le Curisov normal. Mais on peut le faire à n'importe quel moment. Sauf qu'il faut le corréler avec le Curisov de la période. Il faut mentionner, si vous faites un bilan à H24, oui, mais on ne connaît pas les normes. Prélevé à H24, non, mais on ne connaît pas les normes. Et le revoir avec le Curisov de cette période. Moi, je vous déconseille de faire ça parce qu'on ne connaît pas les normes. Après, chacun réagit avec son niveau d'hormones. Ça ne sert à rien, vous allez gâcher de l'argent, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des mamans qui sortent avant G3 de vie. Bah oui, mais il faut le revoir après. Le problème, c'est que, est-ce que vous allez les revoir ou non? Bon, ce qu'on a enseigné, on peut le faire. Non, c'est trop tard, le BCG à G15. Il faut commencer le traitement, c'est une hypothyroïdie. Oui, alors là, moi, je suis sur l'hyperthyroïdie. Bon, donc, Pardon, mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je parlais de l'hypothyroïdie. Mais je vous rappelle, je vous dis quand même, méfiez-vous des normes, des laboratoires, avant H48, parce qu'ils peuvent vous raconter n'importe quoi. Et que de toute façon, il faudra bien que vous revoyiez cet enfant pour après contrôler. En général, nous, on fait 2 bilans thyroïdiens avant de le traiter, à moins que ce soit vraiment une catastrophe. Donc, si on les revoit pour le BCG après 10 jours, c'est bien. Vous revenez avec un bilan. Voilà. Alors, oui. Donc là, on a fait le bilan à cet enfant, donc à J3, parce que de toute façon, il était un peu énervé, vous avez compris. Donc on a... vous en pensez quoi de ce bilan?
Bon, il a une TSH effondrée avec une TE4 qui est élevée quand même. Et donc, il a une hyperthyroïdie néonatale. Et donc, je vous rappelle les normes qui sont à J3. Donc, moi, j'ai les normes à partir de J3. Hein, donc, j'ai trouvé dans les livres des grands endocrinologues, dont Madame Linglard a écrit dedans. Donc, à J3, quand on a une T4 supérieure à 50 et une TSH inférieure à 1, et à J7, J14, T4 supérieur à 40 et TSH inférieur à 0,6. Donc, ça a l'avantage d'être clair. Et il y a des normes. Voilà, les gens se mettent d'accord là-dessus. Et du coup, on fait... Donc, vous voyez, donc, je vous rappelle qu'il fallait doser les trappes parce qu'en fait, lui, il a une hyperthyroïdie. Non pas parce que la mère avait trop d'hormones thyroïdiennes, il a une hyperthyroïdie parce qu'il a des anticorps TRAB maternels qui sont présents, même si la mère a eu la thyroïdectomie, qui sont le plus souvent des anticorps stimulants et qui expliquent son hyperthyroïdie. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé de surveiller régulièrement cet enfant jusqu'à normalisation de ces anticorps anti-TRAB, des anticorps TRAB. Et en fait, donc, vous voyez, on a suivi son bilan thyroïdien, et là, à J7, on a décidé de le traiter par antithyroïdien de synthèse. Et là, lui, il n'a pas eu besoin de bêta-bloquant parce qu'il n'était pas trop tachycarde, mais vous pouvez être amené à rajouter un bêta-bloquant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme autre signe clinique quand on a une hyperthyroïdie néonatale? Pas toujours facile à diagnostiquer. Hein, mais... Ouais, mais signe un peu spécifique. Ben, le goitre, vous pouvez avoir un goitre, et vous pouvez avoir une craniosténose. Les hormones thyroïdiennes, ça fait fermer précocement les sutures. Donc, vous pouvez avoir une petite fontanelle, c'était le cas de cet enfant d'ailleurs, une petite fontanelle. Et, bon, donc, ce n'est pas toujours évident hein, cliniquement de faire le diagnostic de craniosténose, mais vous pouvez avoir. Si vous avez un enfant et que vous trouvez qu'il a un peu, comme dirait, il est moche, on dirait l'autre, il est moche, et ben, qu'il a la tête un peu de travers, il faut se méfier qu'il n'ait pas une craniosténose du fait de son hyperthyroïdie. Ok, alors on va rester. Donc, ça, c'était pour vous dire. Donc, rappelez-vous que toute femme qui a une maladie de base d'eau ou un antécédent avec une thyroïdectomie, elle doit avoir une surveillance des TRAB. Donc je rappelle que c'est, je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom, avant on disait les TRAC, maintenant c'est les TRAB, je répète. Donc même si elle est en hypothyroïdie et supplémentée parce qu'elle peut toujours avoir des anticorps circulants. Le plus souvent ils sont activateurs, ils doivent être si possible dosés au cordon, comme ça vous savez rapidement si l'enfant a reçu des TRAB de sa mère ou pas. Le bilan thyroïdien en cordon est inutile et donc il va falloir surveiller le bilan thyroïdien jusqu'à la négativation des TRAB, parce que tant qu'ils sont là, ils peuvent être stimulants. Et l'allaitement maternel n'est pas contre-indiqué avec des antithyroïdiens de synthèse à dose comme je vous l'ai indiqué. Là, il y a eu un pas à pas sur le sujet. Donc ça, c'était pour vous remonter. Vous savez que les pas à pas, vous les trouvez sur Internet très facilement. Sur le site de l'ASFP, ils sont open source. Voilà, donc là, nous, on est dans la situation de cette dame qui avait des TRAB positifs, hein, qui avait encore des TRAB positifs malgré sa thyroïdectomie. Et donc, il fallait les doser chez cette femme et au cordon. Et du coup, quand ils sont positifs, on fait le bilan thyroïdien. Donc là, on a sur le pas à pas, vous voyez, ils disent AJ3 et J5, puis entre J10 et J14. Donc voilà, on peut le faire entre J10 et J14 si l'enfant n'a pas de symptômes. Il faut juste prévenir la maman s'il y a des choses qui l'inquiètent, qu'elle vienne consulter en fait. Hein. Voilà. Et puis s'il y a des signes cliniques, comme c'était le cas ici, on met des antithyroïdiens de synthèse, plus ou moins des bêta-bloquants. Et si jamais on a des résultats limites, mais pas de signes cliniques, on continue à surveiller le bilan thyroïdien de l'enfant jusqu'à ce que les TRAB soient négatives. D'accord ? Donc on va continuer sur une histoire... avec une histoire particulière, hein, comme l'autre tout à l'heure. Pareil, diagnostic non fait. Donc, c'est l'histoire de Swan. Swan, il a une mère âgée de 33 ans. Mais alors, elle ne va pas très bien, puisqu'elle est sous curatelle. Hein, elle ne réfléchit pas beaucoup. Elle est G9P5, donc elle a 2 enfants de 9 et 11 ans placés en famille d'accueil d'un premier conjoint. Puis, elle a eu 3 enfants d'un deuxième conjoint qu'elle a au domicile, 8 ans, 4 ans, 22 mois, mais avec des mesures éducatives à domicile. Hein, c'est-à-dire qu'elle est... surveiller cette femme sur la prise en charge d'enfants. Et d'ailleurs, son conjoint actuel ne vit pas avec elle, c'est vraiment le bazar. Elle a eu 3 IVG. Et puis, elle a une maladie de base d'eau diagnostiquée lors de la précédente grossesse, traitée par tyrosol et thyroxine. Donc, vous voyez, elle a
tyrosol, thyroxine, parce que bon, et du Xanax au coucher. La grossesse actuelle a été diagnostiquée à 20 semaines. Donc, elle a poursuivi le traitement pendant la grossesse. Les échographies sont normales. Elle accouche par voie basse à 38 semaines et 4 jours. Un enfant qui a un bon Apgar, qui est eutrophe et qui va avoir une détresse respiratoire dès la naissance, avec une oxygénodépendance modérée. Donc, on ne passe pas la sonde d'aspiration dans le nez. Je suis désolée parce que c'était fait pour les sages-femmes, mais le diagnostic a évoqué. Que faites-vous immédiatement et quel examen faut-il pratiquer? Donc, atrésie de quoi? De l'œsophage? Des couanes. Atrésie des couanes. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, Guédel. Et c'était pour les sages-femmes, c'était pas pour les pédiatres. Et quel examen? Voilà, scanner ou IRM. Donc, c'est effectivement cet enfant, il a un tableau d'atrésie des couanes. On lui met une canule de Guédel pour l'aider à respirer et on fait un scanner ou une IRM des couanes. Et en fait, vous regardez plus précisément cet enfant, et en fait, il est moche, lui aussi. Voilà. Il a une encelure nasale large, des fentes palpébrales obliques en haut, un front haut et bombé, des narines antéversées et une aplasia cutis, vous savez, donc au niveau du cuir chevelu, qui est cette espèce de zone atrophique du cuir chevelu. Et en fait, on a, nous, fait une IRM qui a été réalisée assez rapidement et qui retrouve une atrésie des couanes à gauche et une sténose de la couane droite. Elle retrouve aussi un volumineux goitre thyroïdien compressif. Quelle cause à ces anomalies devez-vous évoquer? Et je vous le dis parce que là, quand moi j'ai évoqué le diagnostic que les gens n'avaient pas évoqué depuis 4 jours qui tournaient entre Le Mans et Tours, je savais que c'était un goitre euthyroïdien. C'était un énorme goitre euthyroïdien, ça faisait un peu comme une thyroïde malformative en fait. Donc il a atrésie des couanes, il est moche, hein, il a l'aplasia cutis et ce volumineux goitre thyroïdien compressif. Non, a priori, c'est compliqué de savoir. D'accord. En fait, si vous voulez, moi, ça m'a agacée parce qu'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand les dossiers sont bâclés. Sarah me regarde droit dans les yeux. Je suis obsessionnelle et je ne me changerai pas à mon âge. Donc, cet enfant est arrivé à Tours un vendredi en fin de journée. Il venait du Mans. Je vous raconte l'histoire comme elle est. Donc, on me le présente lundi matin au staff. On m'explique que Le Mans nous a transféré cet enfant parce que, je ne sais pas quelle mouche les avait piqués, parce qu'il avait les narines obstruées. Il pensait à une encéphalocèle. On me dit, oh bah c'est bizarre quand même, c'est pas le premier diagnostic qu'on évoque sur des trous de nez bouchés. Donc il vient à Tours pour faire l'IRM, ils se disent, il faut falloir les neurochires, les machins, je sais pas quoi, donc là, ils passent donc dans l'IRM, et là ils disent, atrésie des couanes, d'un côté, sténose de l'autre, et gros goitre. Ils me le présentent comme ça, le lundi matin. Sauf que moi, quand on me présente un dossier, Sarah dit quoi? Je veux tout savoir. De l'âge de la mère, son IMC, ce qu'elle fait, nana. Donc je les fais revenir en arrière, et je leur dis, mais c'est quoi le tyrosol? Tyrosol. Personne n'avait été regardé. C'est quoi le tyrosol? Quand une mère prend un médicament et qu'on est un néonate digne de ce nom, on va regarder ce que c'est comme médicament. Eh bien, cette dame, le tyrosol, c'est un antithyroïdien de synthèse, contre-indiqué parce que tératogène pendant la grossesse. Comme elle était un peu timbrée, vous avez bien compris que la grossesse se trouve à 20 semaines, elle continue à bouffer son tyrosol en début de grossesse. Et cet enfant, en fait, il a une embryopathie au tyrosol. Voilà. Et donc, je leur dis, si vous voulez, c'était drôle au staff, parce que moi, je prends mon téléphone, le CRAT. Vous connaissez le CRAT? Centre de référence des agents tératogènes. Donc, on se dit, c'est quoi le tyrosol? Donc, personne ne savait me répondre. Moi, je regarde le CRAT. Ah, je dis, bah ouais, c'est intéressant. Donc, ça donne atrésie des couanes. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai mis après. Voilà ce que ça donne. Atrésie des couanes, aplasia cutis, atrésie de l'œsophage. Je dis, puis on peut être content parce qu'il aurait pu aussi avoir un laparoschisis ou un omphalocèle. Vous voyez? Voilà. Et donc, vous voyez, ça peut donner, donc chez 4% des enfants traités par... Donc c'est la même famille que le carbimazole. En fait, le thiamazole, c'est le dérivé actif du carbimazole. Donc, faites attention quand vous avez des femmes qui sont traitées pour maladie de base d'eau, si elles ont continué à prendre leur traitement en début de grossesse. Par contre,
ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, donc le carbimazole, le thiamazole, comme je dis, c'est le composé actif, le métabolite actif du carbimazole, et que donc ça peut donner, indépendamment des malformations que je vous ai décrites, des égoîtres comme il avait. Voilà, donc au premier trimestre de la grossesse, normalement, on ne donne pas de néomercazole, mais du propylthiouracil. Par contre, chez cette femme, quand ils ont trouvé la grossesse à 20 semaines, j'allais dire le mal était fait. Et donc là, l'embryogénèse était terminée, donc il n'y avait pas de nécessité de changer de traitement. C'est pour ça qu'ils lui ont laissé après au cours de la grossesse. D'accord ? À partir du 2e ou du 3e trimestre, il n'y a plus de nécessité de l'arrêter. Ah bah oui, parce que si tu veux, en plus, vu le niveau familial, il s'est retrouvé un petit moment hospitalisé. Alors, qu'est-ce qui manque dans ce dossier quand même ? Je rappelle, cette dame a une maladie de base d'eau qui a été traitée cette fois pas par thyroïdectomie mais par antithyroïdien de synthèse, dont les antithyroïdiens de synthèse utilisés en début de grossesse n'étaient pas indiqués car tératogènes. Donc on a eu les conséquences et on a continué le traitement de cette dame avec néomercazole, enfin thyroxole, mais c'est la même chose, et hormone thyroïdienne parce qu'elle ne devait pas être bien équilibrée avec ses antithyroïdiens de synthèse. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Maladie de base d'eau, ça veut dire... Eh oui, donc il nous manque là, je ne vous ai pas dit, les informations sur les trames maternelles et au cordon et le bilan thyroïdien de l'enfant. Donc là, moi, je vous ai dit qu'il était normal initialement, mais sachez que cette histoire est encore intéressante parce que les trames maternelles étaient positives, elles étaient à un faible taux chez le nouveau-né à J3, et en fait, il a développé une hyperthyroïdie à 3 semaines qui a nécessité un traitement par néomercazole. Et en fait, c'est intéressant parce que, là aussi, autre message, quand vous avez une mère sous antithyroïdien de synthèse, eh bien, l'hyperthyroïdie peut être retardée. Vous voyez, parce que vous avez les antithyroïdiens de synthèse qui passent donc, vous l'avez bien compris, la barrière placentaire, vont limiter l'effet des TRAB ou des TRAC initialement. Puis quand les antithyroïdiens de synthèse vont être éliminés, ça va exploser et du coup, vous allez avoir un effet. Donc cet enfant, il a finalement développé une hyperthyroïdie à 3 semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à doser, à surveiller le bilan thyroïdien tant qu'il y a des trappes, parce que ça peut être retardé si jamais la mère a eu des antithyroïdiens de synthèse pendant la grossesse. Ok, bon, après je crois que c'est plus facile. Je vous ai fait les 4... Comme ça, je crois que j'étais en retard. Non, après c'est facile. Non, est-ce que vous avez des questions là sur la thyroïde? C'est quoi les cas les plus fréquents dans la surveillance? On voit beaucoup pour le diabète, le thyroïdie, c'est plus rare. Nous, on en a beaucoup. Hein. C'est vrai que nous, on sait pas. Pratique quotidienne, on ne sait pas trop comment on fait le bilan tous les 15 jours. C'est quoi les cas les plus comme ça, c'est un cas particulier? Ah non, mais ça, c'était pour vous montrer. Non, mais l'idée, c'était de dire attention aux médicaments de la mère. Quand une femme a des médicaments, attention. C'est ça le message. Mais les mamans qui prennent par exemple des extraits thyroïdiens, oui. Opérés, les équilibrés, en général, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Non, s'il faut vérifier qu'elle n'ait pas de TRAB. Il faut doser à non, mais il faut déjà le doser, c'est chez la mère. C'est à l'obstétricien de regarder. L'obstétricien l'a pas fait. Et bien alors, à ce moment-là, tu demandes au cordon. À tous les enfants qui naissent d'une mère base d'eau. Non, je parle pas de base d'eau. Ah, non. D'une maman qui est suivie pour dysthyroïdie, elle prend le extrait thyroïdien, elle a été opérée. Mais si c'est un nodule, par exemple, tu vois. C'est non, elle a une thyroïdectomie totale. Oui, mais alors, thyroïdectomie totale, il n'y a pas. Ouais, ça sent quand même pas bon. On ne sait pas trop comment elle a été suivie. Tu fais au cordon. Il faut le faire. Et parce que, en fait, une thyroïdectomie totale, la première cause, pour moi, c'est le base d'eau quand même, non? Donc, si c'est un nodule, on ne t'enlève pas toute la thyroïde. Donc, oui, moi, je pense qu'il faut le regarder. Parce que tu risques... Je dis juste parce que, en plus, tu peux avoir... Donc, les... Attends, est-ce que j'ai mis... tac, je t'avais pas mis plus haut, qu'il y avait, je crois que c'est 25% des femmes qui ont... ils passent, je crois, non, je ne l'ai pas là, ils passent dans 25% des cas les anticorps maternels. Donc, ça fait quand même beaucoup. Le plus souvent, ils sont activateurs.
mais ils peuvent être freinateurs aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi entraîner une hypothyroïdie, c'est plus rare. Donc doser les hormones thyroïdiennes à J3 ou J8, c'est pas suffisant. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas d'anticorps maternels, si les TRAB sont négatifs, tu es tranquille. Tu n'as plus besoin de surveiller. C'est pour ça que je te dis fais ça. Si les TRAB sont négatifs, tu ne surveilles plus. Si par contre les TRAB sont positifs, tu es obligé de surveiller jusqu'à ce qu'ils soient négatifs. Tu es obligé de les doser déjà chez l'enfant, du coup. Enfin, si tu les as, on va dire que si tu les as dosés au cordon, donc ils sont positifs chez l'enfant, tu es obligé de le surveiller sur le dosage des TRAB et du bilan thyroïdien jusqu'à la négativation des TRAB. C'est ce que fait en pratique courante, c'est le dosage ou pas? Moi, je fais ça. Ah oui, pour tous nous, c'est très fréquent en fait. Vous le faites, vous le faites pas. Oui. Vous dosez les anticorps maternels? Bah ouais, alors c'est même chez une dame qui a eu un base d'eau. Moi je vous parle. Ou si l'hyperthyroïdie sous. Sous extrait thyroïdien, ça. Non, l'hyperthyroïdie sous. C'est quoi le De synthèse. Pourquoi il y a une hyperthyroïdie? C'est quoi l'étiologie de l'hyperthyroïdie? Si on est obligé de mettre des antithyroïdiens de synthèse, c'est quoi la cause de l'hyperthyroïdie maternelle? Je dis ça parce que pour nous, le base d'eau, c'est quand même quelque chose qu'on a régulièrement. Je pense pas. Ça fait partie des maladies auto-immunes maternelles, en fait. Vous en aviez aussi, vous, des bases d'eau à Bicêtre? Parce que je dis que vous en avez quand même aussi régulièrement des bases d'eau. Non? Vous n'avez pas de base d'eau à Bicêtre? Oui, oui. Bien sûr. On est d'accord, c'est fréquent. Bien sûr. Voilà. Parce que moi, j'ai travaillé à la Pitié-Salpêtrière où il y avait des profils de femmes particuliers, ok. Mais là, à Tours, il y en a, à Bicêtre, il y en a, à Trousseau, il y en avait. Et c'est quand même un truc récurrent. Hein. Les tracts au cordon. Oui, on préférait les tracts. Alors, trab ou trac, parce qu'il y en a qui ont gardé la vieille appellation. Nous, on dit toujours les tracts, puisque trab, voilà. Mais dans la littérature, dans les bouquins modernes, c'est trab. Ah oui, c'est très courant en France. Ah oui. Oui, oui. Oui, oui. Voilà, c'est bon. Allez, on va faire du facile maintenant. Ça, c'est vraiment très facile. Hein. C'est pour finir. Donc, une maman de 35 ans qui fait 1m65, 78 kg, j'ai un P0. Elle est suivie depuis 4 ans pour une hypertension essentielle traitée par la bétalol ou Trandate avant et pendant la grossesse. Donc, la tension a été contrôlée pendant la grossesse. Du coup, elle accouche d'un petit garçon qui est eutrophe. Elle n'a pas eu de conséquences de son hypertension essentielle. Et donc, quels sont les risques à la naissance et que faut-il anticiper pour ce bébé? Une mère sous bêta-bloquant. Ouais, et hypoglycémie et bradycardie. Et qu'est-ce que vous faites? Le surveiller. En fait, donc c'est ça que je voulais que... Parce que c'est quelque chose qui n'est pas clair et qui est même controversé en France. Alors, il y a eu une revue récente, j'ai oublié de mettre la référence, mais si vous voulez, je vous la donnerai. Donc, c'est bien confirmé qu'il y a, en cas de prise de bêta-bloquant par la mère, il y a un risque augmenté d'hypoglycémie, vous voyez, c'est multiplié par 1,8, un risque augmenté de bradycardie. Donc ça, c'est une revue systématique récente avec quand même un nombre de sujets non négligeables. Et donc, ce qui est recommandé, c'est pour l'hypoglycémie, c'est comme pour le nouveau-né de mère diabétique, hein, c'est d'alimenter l'enfant précocement en salle de naissance et de suivre les glycémies pendant 24 heures. Si elles sont normales, on arrête. Et normalement, on est censé les scoper 24 heures. Voilà. Et donc là, je vous ai mis
vous savez, donc je vous invite, quand vous avez un doute, à aller sur le site du CRAT, Centre de référence des agents tératogènes, vous connaissez, hein, où vous avez quand même les effets secondaires chez la mère et chez l'enfant de tous les médicaments, qui est quand même intéressant. Donc le CRAT dit bien que le labétalol passe le placenta et que les concentrations chez le nouveau-né atteignent quand même des concentrations importantes, 50 à 100% des concentrations maternelles, avec une demi-vie d'élimination de 4 heures. Et du coup, voilà, il est recommandé de faire cette surveillance sous scope 24 heures. Je ne sais pas comment vous pouvez faire vous, moi je vous dis ce qui est dans la littérature. Donc ça c'était facile. Ouais. Ouais. Ben, ça dépend. Alors, si l'enfant n'a rien fait pendant 24 heures, tu peux arrêter. Oui, parce que, donc je pourrais vous refaire un jour le cours sur l'hypoglycémie, mais les systèmes de régulation de la glycémie se mettent en place dans les 12 heures qui suivent la naissance. Donc si l'enfant mange de la même façon, c'est-à-dire qu'il mange normalement, qu'il n'a pas de signe clinique, pas d'hypothermie, pas de choses comme ça, ah bah faut continuer. Faut attendre, c'est-à-dire qu'il faut attendre, nous on attend, ça dépend de la profondeur, mais 2 à 3 dextros consécutifs normaux. Oui, voilà. Mais le plus souvent, la majorité des bêta-bloquants utilisés chez la mère ont des demi-vies courtes et c'est recommandé 24 heures. Donc il y a 2 papiers récents qui ont fait des revues systématiques et qui ont... Là, je vous ai extrait un, mais si vous voulez, je pourrais vous donner les 2 références. Ils arrivent à la même conclusion. C'est risque augmenté d'hypoglycémie, de bradycardie, mais pas trop dur, et de bradycardie. Et du coup, surveillance 24 heures. Voilà. Alors, les psychotropes. Parce qu'il y a des mères malades de la tête. Alors, une maman de 27 ans qui a un IMC à 38, qui a un antécédent de bypass il y a 5 ans et qui est traitée par Séroplex pour des troubles obsessionnels compulsifs. Elle a déjà un enfant âgé de 3 ans bien portant, des échographies pour cette grossesse normale, un prélèvement vaginal positif à strepto B, un travail déclenché à 39 semaines et 2 jours pour anomalie du rythme cardiaque fœtal qui se termine en césarienne pour persistance finalement des anomalies, et cette césarienne est sous rachis-anesthésie. Donc le liquide amniotique est clair, il n'y a pas de fièvre maternelle et elle reçoit une antibioprophylaxie contre le strepto B pendant le travail. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc c'est un petit garçon qui naît avec quand même une petite trouble de l'adaptation, Apgar 1, 4, 6, 7, il est eutrophe et en fait il n'a pas de ventilation spontanée, il a une hypotonie axiale avec une réactivité faible. Et donc, finalement, cet enfant va avoir besoin d'une ventilation assistée non invasive pendant 24 heures pour des apnées, sans oxygénodépendance, avec une radiographie thoracique normale. Donc, évidemment, la première chose que les médecins ont pensé, c'est l'infection néonatale bactérienne précoce, il y a le PV positif à strepto B, et même si les autres éléments n'étaient pas là, il n'y avait pas de fièvre, etc., vous êtes d'accord que sur une détresse respiratoire à terme, c'est quand même la première chose qu'on va évoquer, et c'est infirmé. Du coup, avec les éléments de ce dossier, quelle cause peut-on évoquer aux difficultés de l'adaptation à la vie extra-utérine? Séroplex. Je l'ai comme... CRAT. CF-CRAT, Séroplex. Exactement. La prise maternelle de Séroplex, donc, qui est en fait le nom de marque, mais vous le connaissez comme ça aussi ici, le Séroplex. D'accord, c'est un inhibiteur de la recapture, un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Donc c'est la même classe que la fluoxétine, sertraline, etc. Donc il y en a plusieurs. Et donc leur mode d'action, c'est d'inhiber les transports de la sérotonine en bloquant la recapture. Et du coup, on accroît la concentration du neurotransmetteur dans la synapse. En fait, là, je vous ai dit que cette dame, elle était sous séroplex pour des TOC, mais habituellement, c'est les femmes dépressives qui ont du séroplex. C'est de plus en plus fréquent, vous me l'accorderez, l'utilisation de ces antidépresseurs chez les femmes enceintes. En tout cas, chez nous, c'est le cas. Et de plus, donc chez environ 30% des nouveau-nés de mères traitées jusqu'à l'accouchement par un antidépresseur, donc de type inhibiteur de la recapture de la sérotonine, les symptômes néonatals, le plus souvent transitoires et peu sévères, de courte durée, peuvent apparaître dans les premiers jours. Donc on a d'abord des troubles respiratoires, des troubles du tonus éventuellement, ou des trémulations, une hyperexcitabilité. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez à la fois avoir
une période d'imprégnation et une période de sevrage. Donc là, j'ai repris une diapositive que je dois à Elisabeth Éléphant, qui est responsable du CRAT. En fait, quand une mère prend un toxique ou un médicament psychotrope, exactement, méfiez-vous, vous pouvez avoir les deux tableaux. Vous pouvez à la fois avoir des signes d'imprégnation si la mère elle a pris jusqu'à l'accouchement le toxique. Donc à ce moment-là, vous avez plutôt un enfant avec des troubles de l'adaptation à la vie extra-utérine, une hypotonie, une détresse respiratoire. Et vous pouvez avoir quelques jours plus tard, le temps qu'on élimine le produit, un syndrome de sevrage où là, vous allez plutôt avoir un enfant hyper excitable, qui ne veut pas bien manger ou qui veut téter tout le temps, etc. etc. Donc ça, c'est vrai, par exemple, aussi pour les mères toxicos. Hein, nous, enfin, vous en avez peut-être, on a des femmes qui prennent des dérivés morphiniques ou je ne sais quoi. Soit elles l'ont pris jusqu'à l'accouchement et vous avez un risque donc, de dépression initiale par imprégnation, puis de sevrage secondaire. C'est vrai aussi, je pense, pour le tabagisme sévère, qu'on peut avoir des syndromes de sevrage. Moi, l'autre fois, j'ai vu un enfant dont la mère avait fumé 20 cigarettes par jour pendant la grossesse et il avait des troubles digestifs. Et pour moi, cet enfant, il faisait un syndrome de sevrage à la nicotine et les choses se sont amendées. Donc, à bien avoir en tête ces deux phases d'imprégnation et de sevrage, et vous pouvez avoir les deux. Un enfant qui va être un peu off à l'arrivée et qui, puis après, va être absolument insupportable. Il va falloir prendre en charge le syndrome de sevrage. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est l'idée de cet atelier, c'était de vous montrer qu'un nouveau-né de mère malade peut être malade parce que la situation maternelle va modifier le développement fœtal, ce qui est le cas dans le diabète, l'obésité, l'hypertension, la prééclampsie, où là, à l'inverse, on va avoir des enfants trop petits par rapport à ce que je vous ai montré. Parce que la maladie maternelle se transmet à l'enfant par les anticorps, donc c'est le cas de la myasthénie, mais de toutes les maladies auto-immunes. C'est le cas de la maladie de Basedow, où c'est aussi des anticorps qui passent chez l'enfant. Ou bien, surtout ne l'oubliez pas, parce que ça, on a tendance à l'oublier, parce qu'il y a des effets secondaires, des médicaments qui passent le placenta, soit des effets tératogènes, donc premier trimestre, soit des effets sur l'adaptation à la vie extra-utérine, soit un syndrome de sevrage. Et en fait, je dirais en conclusion ultime, ça illustre bien ce qui a été dit hier sur la période des 1000 jours. Et comme je le dis souvent dans mon staff, la vie de l'enfant ne commence pas quand il sort sa tête du ventre de sa mère. Il s'est passé 9 mois avant. Et c'est pour ça que je veux tout savoir sur ce qui s'est passé pendant la grossesse, sur les médicaments que la mère a pris. Et ça, c'est... hier, il le disait que même certains pédiatres avaient du mal à conceptualiser ça, mais encore certains néonatologistes font l'abstraction complète de ces 9 mois de gestation, pendant lesquels il peut se passer beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est tout. Ouais, ben voilà, si vous avez des questions. Oui, bah, tu sais, c'est un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup. Là, je vous le fais soft, hein, parce que... Oui, mais je vais te remettre parce qu'on avait fait une revue systématique avec Pascal Chabat-Palmer, donc, qui est chercheuse à l'INRA, qui est assez récente, on l'a publiée, je crois, en 2020. Et en fait, donc on avait refait une revue systématique de la littérature. Hein. Donc, qu'est-ce qui sort dans la littérature sur les données humaines? Donc, je rappelle ce qui a été bien dit hier, parce que là, on est... bon, il y a des choses directes sur le développement fœtal, tout comme en fait, on a un peu les mêmes choses que les nouveau-nés de mère diabétique. C'est-à-dire, on a la macrosomie, avec une augmentation de la masse grasse. Vous pouvez parfois avoir des petits, mais c'est quand vous avez des obésités extrêmes plutôt, où là, vous avez en plus le risque de prééclampsie, etc. Mais en moyenne, dans les méta-analyses, ils sont gros. Ils sont plus gros et ils ont plus de masse grasse. Vous avez une augmentation, alors ça, c'est clair. Vous avez une augmentation de la mortalité périnatale avec l'augmentation de l'IMC de la mère. Il y a une très belle étude qui montre une courbe. Vous avez les IMC, le nadir, c'est l'IMC à 23, puis après vous avez une augmentation linéaire, quasiment plus 7% de risque pour chaque unité d'IMC. Donc mortalité périnatale augmentée. Et les malformations. Il y a plusieurs études épidémiologiques qui montrent une augmentation des malformations en cas d'obésité maternelle. Et même quand on a ajusté sur le diabète,
Et surtout, moi, ce qui m'a toujours... Non, c'est-à-dire que l'obésité maternelle en elle-même peut entraîner un risque de malformation. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire, dans notre étude où je vous ai montré que dans le diabète gestationnel, il y a une augmentation du risque de malformation cardiaque. Ce n'est pas logique, parce que les malformations, elles se produisent au premier trimestre, lors de la phase embryonnaire. Or, le diabète gestationnel, par définition, c'est le deuxième trimestre. Et donc, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a bien vérifié, qu'on a éliminé les diabètes de type 2 méconnus, si vous voulez, un jour, je vous ferai un exposé plus détaillé, et en fait, c'est probablement parce qu'il y avait des mères obèses parmi les diabètes gestationnels. Et l'obésité maternelle en elle-même est pourvoyeuse de malformations. Et on retrouve des malformations décrites en cas d'obésité maternelle qui n'existent pas en cas de diabète maternel, comme l'omphalocèle et l'hernie copodiaphragmatique. Donc il y a vraiment un effet de l'obésité maternelle. Ensuite, sur le plan néonatal, vous avez les mêmes risques que les nouveau-nés de mère diabétique aussi, puisque vous avez, vous voyez, l'augmentation de la prématurité. Alors c'est la prématurité induite, là, souvent parce qu'il y a des pathologies maternelles, la prééclampsie dont le risque est augmenté, etc. Vous avez une augmentation du décès néonatal, je vous ai dit, comme le décès anténatal. Vous avez le risque d'asphyxie qui est augmenté. Il y a de plus en plus de papiers qui montrent qu'il y a une augmentation des cérébrales palsies, donc des atteintes cérébrales. Et voilà. Et puis, dans le long terme, il y a aussi beaucoup de choses qui sortent. Dans la lignée du spectre des 1000 jours d'hier, c'est un topo que j'ai fait la semaine dernière sur le devenir à long terme des nouveau-nés de mères obèses. Et en particulier, il y a quelque chose qui nous soucie un petit peu. Alors, je rappelle que ce sont des associations, hein, parce que ça, on l'a bien dit hier, que toutes les données issues de cohortes ou de données épidémiologiques, de registres, etc., c'est des associations. Mais par exemple, on montre de plus en plus souvent une association entre l'obésité maternelle et l'autisme. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est ennuyeux. Et à ça, je vais rajouter une couche, mais comme ça, voilà, c'est que vous avez vu que là, il y a des petites étoiles. Il y a des petites étoiles parce qu'en fait, il y a un effet aussi de la prise de poids gestationnelle excessive. C'est-à-dire que l'Institut of Medicine, qui est un institut international, a donné des recommandations sur la prise de poids gestationnelle en fonction de l'IMC de la mère. Et quand cette prise de poids n'est pas respectée, ce qui est d'ailleurs le cas dans plus de la moitié des grossesses de femmes obèses, eh bien, ça rajoute au risque pour le nouveau-né et pour le long terme. Pardon, si je peux revenir sur le terme du bébé, on parle actuellement à partir de 38 semaines, c'est ça? Le terme du bébé, un bébé à terme. C'est une bonne question. Jusqu'à présent, alors, je suis d'accord avec votre remarque, jusqu'à présent, ça n'a pas changé dans la littérature. Mais je suis d'accord, pour moi, c'est 39. Enfin, 38 révolus. On va dire 38 révolus. 38 révolus. C'est pas vulgarisé, mais sur la littérature, on parle toujours de 37. Oui, c'est ça. Mais il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, on parle de plus en plus des early term, avant 39, ce que vous dites. C'est-à-dire, quand vous parlez 38, vous parlez jusqu'à 38 révolus. Oui. Donc, de plus en plus, dans la littérature, les gens analysent les late preterm, donc 34, 37, et les early term, 37, 39, ou 37, 38 plus 6. Donc, on se rend compte à l'heure actuelle qu'en effet, on n'est pas complètement mature à 37 semaines. Justement, pourquoi cette rectification? Il y a des mais parce qu'on le voit bien, on sait que, par exemple, on peut avoir des maladies de membrane hyaline aussi à 37 semaines, que l'enfant, il a une maturation neurologique qui est différente. Il y a quand même des enfants à 37 semaines qui ne boivent pas bien, qui sont obligés d'être surveillés de plus près. Ils ont une régulation qui est moins bonne, ils peuvent faire plus d'hypoglycémie, etc., etc. Il y a plein d'éléments physiologiques et cliniques qui nous montrent que ces enfants, effectivement, n'ont pas une maturité comme les autres. Tout d'abord, bravo pour ce topo, très intéressant, très riche. Mais j'aurais souhaité, nous venez de maman malade, il y a d'autres situations auxquelles nous sommes affrontés, nous, néonatologistes, bébé de mère sous chimio, bébé de mère sous chimiothérapie, ah oui. Oui. Des bébés de mère sous corticothérapie, des bébés de mère sous immunosuppresseurs. Il n'y a pas un manuel où on peut trouver tout ça. Ouais.
Parce qu'il y a pas mal de choses dans lesquelles on sommes affrontés pratiquement tous les jours. Alors vous avez, donc les chimiothérapies, c'est compliqué. Alors nous, c'est pas très fréquent, mais du coup, je pense que c'est là où il faut absolument, quand ça nous arrive, on va regarder sur le site du CRAT, parce que vous avez les médicaments, on vous signale le passage placentaire, donc déjà vous savez si ça passe ou non, et les risques pour le nouveau-né, ce qu'il faut surveiller chez le nouveau-né. Mais non, il n'y a pour moi pas de livre de synthèse parce que déjà, c'est rare. Et puis, vous savez, il y a tellement de sortes de chimiothérapie maintenant différentes que c'est compliqué de tout prévoir. Alors, les mères sous corticoïdes, là, effectivement, j'aurais pu aussi traiter ce sujet-là. C'est pareil, c'est un peu controversé. La prise en charge du nouveau-né. Déjà parce que on m'avait dit en salle de naissance. Donc, le fait que l'enfant ait eu une grossesse sous corticoïdes, c'est plutôt après. Ou si la corticothérapie maternelle est fait à un taux élevé, on va faire éventuellement nous un test au synactène pour vérifier qu'il n'ait pas d'insuffisance surrénalienne. Mais ça ne se passe pas en salle de naissance. C'est pour ça aussi que je ne l'ai pas traité là. On m'avait cerné le sujet sur la salle de naissance. Mais sur le nouveau-né, les mères sous corticoïdes, je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'il n'y a pas de bonne synthèse en fait. Et chacun fait un peu sa cuisine. Il y en a qui font de tests au synactène, il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui le font à partir d'une certaine dose, etc. Donc, je pense que les gens ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Il n'y a pas de protocole. En tout cas, pas national. Pas national. Une question encore. Merci beaucoup, Delphine, pour cet atelier très intéressant, vraiment, et à refaire, je pense, même à d'autres sessions, parce que c'était passionnant. Et on t'applaudit. Merci beaucoup de votre attention.